Bonjour, Général de Lavarde. Bienvenue dans cette matinale de géopolitique profonde. Bonjour à vous, Nicolas, et bonjour à tous vos auditeurs. Alors, justement, ils sont heureux de vous voir, de vous entendre, parce que la dernière fois que nous vous avions eu, on pouvait avoir quelques inquiétudes. Donc, c'est la première raison de mes interrogations ce matin, mon général. C'est déjà, tout va bien. Vous avez donc, vous nous l'aviez annoncé, eu à subir, non pas un interrogatoire en bonne et due forme, mais en tout cas un entretien dans un commissariat de Nantes. Et nous avons eu énormément d'internautes qui nous demandaient depuis plusieurs jours de vos nouvelles. Donc vous allez pouvoir nous les donner directement. Oui, en deux mots, hein, c'est l'affaire remontait au 25 janvier 2024, c'est-à-dire il y a plus d'un an, hein. J'étais intervenu sur une télévision alternative, hein, sur une vidéo alternative, et dans laquelle j'avais dit que le narratif de l'attaque du 7 octobre fait par les autorités israéliennes était outrageusement mensonger. Et j'avais en particulier signalé que l'affaire des 40 bébés, c'était une affaire, un mensonge pur et simple, hein, qui avait été d'ailleurs dénoncé par les médias israéliens et par Max Blumenthal devant le Conseil de sécurité de l'ONU, hein, qui est un journaliste juif américain qui a traité beaucoup de l'affaire du 7 octobre. Et puis, j'avais osé dire quand même que la moitié des morts n'étaient pas, la moitié des morts et peut-être davantage, étaient surtout liées à l'intervention des hélicoptères israéliens qui avaient tiré dans le tas. Bon, mais ça, ce sont des faits aujourd'hui avérés, hein. Un an après, tout le monde le sait que ça s'est passé comme ça, hein. Le nombre de témoignages qui ont été faits sur les radios ou les télévisions, même israéliennes d'ailleurs, hein, sur les médias israéliens, ont été si nombreux que, bon, ce sont le narratif tel que nous l'avait présenté le franco-israélien Sayan Rafovitz, hein, était complètement à qui tous nos médias déroulaient le tapis rouge, évidemment, hein, tout cela était mensonger. Donc, on m'a demandé mais sur quoi je me fondais. Je me fondais tout simplement sur les témoignages de Max Blumenthal, des journaux israéliens, des journalistes israéliens, hein, qui avaient rétabli la vérité, hein, parce que la vérité est plus facile à dire en Israël qu'en France. Ouais. Voilà. Hein, donc, bon, c'est une affaire qui, je pense, va tourner en jus de boudin. Alors, ce qui est étonnant dans cette affaire, si vous voulez, c'est que n'importe qui en France peut faire un signalement, ce qu'on appelle un signalement, hein, contre telle ou telle personne, hein, et en fonction de ce que lui juge, et puis les autorités décident ou non de poursuivre. Bon, moi, ils ont décidé de m'entendre, hein. Bon, c'est bien, ils m'ont entendu, on verra bien, hein, mais je doute que cette affaire qui se fonde à peu près sur rien. Alors si les gens qui m'interviewaient avaient une mine un peu patibulaire, hein, donc ça comptait beaucoup. Et la mine des gens qui m'interviewaient, hein, qui étaient manifestement des gens qui étaient plutôt pro-Palestine, ils m'avaient interviewé sur le Covid et sur la Palestine. Alors évidemment, deux sujets sur lesquels je ne suis pas en accord avec la doxa gouvernementale. Bon, voilà, hein. Mais c'est une affaire qui m'a fait qui m'a appris plutôt sur la manière dont la délation peut fonctionner en France, hein. Et bien sûr, on ne connaîtra jamais le nom du délateur, hein, qui est un Sayan, Qui un Sayan du coin, hein. Et je n'ai pas eu le droit, enfin, j'ai demandé à avoir la copie du procès verbal de mon audition, hein. Je n'ai même pas eu, je l'ai signé, mais je n'ai même pas eu la possibilité d'avoir copie de mon procès verbal d'audition. Voilà. Bon, c'est une affaire assez simple, hein. Je pense que on verra bien, hein, ce que dira le procureur, hein, parce qu'il y a aussi, hein, ça ou là des procureurs saillants, ça existe, hein, en France, hein, et on ne sait jamais ce qui peut arriver, hein. Mais bon, je ne suis pas outre mesure inquiet, quoi, parce que ce que j'ai dit et mes positions se sont avérées justes avec le temps, hein. Tout le monde sait aujourd'hui, et depuis
depuis cette affaire-là, Netanyahou et Galland ont été inculpés par la CPI, hein, de crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Donc on voit bien que bon, tout ça c'est un peu Oui. une mauvaise affaire qui m'est faite, quoi. Mais bon, C'est étonnant. Ouais. Vous avez vu, ils utilisent aujourd'hui ceux-là même qui nous parlent des heures les plus sombres de l'histoire de France, qui veulent lutter justement contre la résurgence de ce qui s'est passé durant la Seconde Guerre mondiale, usent des méthodes qu'ils dénoncent. Ce sont ils usent de petits mouchards. C'est la dénonciation, c'est la délation, c'est-à-dire exactement ce qui a été le quotidien des Français durant cette période de l'histoire de France, que nos contempteurs, que nos persécuteurs disent ne jamais vouloir revenir. Ils utilisent les mêmes méthodes. C'est extraordinaire. On est vraiment dans l'inversion de tout. Accusatoire, c'est pervers. On est là. Ah oui, bien sûr, on est dans l'inversion accusatoire permanente. Hein. Alors moi, ce qui m'intéresse aussi là, à propos de Gaza, puisque le sujet c'était quand même. Alors oui, on est très contraint dans le temps en général, donc on va parler de Gaza, et j'aurais aimé aussi, et dans un cadre où on doit terminer à 8h30, parler aussi, parce que vous avez des chiffres précis qui sont intéressants, sur les confirmations actuellement au Sénat, et je sais que vous vouliez nous en dire quelques mots. Oui, donc, voilà, sur Tulsi Gabbard, sur Robert Kennedy Jr., mais d'abord Gaza. Alors Gaza, moi, d'abord, avant même de parler de la déclaration de Trump, hein, on va d'abord parler de ce qui se passe encore aujourd'hui à Gaza. Hein. Moi, ce que je constate, c'est qu'un cessez-le-feu a été mis en place théoriquement, sur papier, hein, en déclaration, le 19 janvier, que depuis le 19 janvier, 712 personnes ont été tuées encore à Gaza. Hein, 712 de plus. Hein, le bilan s'est alourdi. Alors 712 en 18 jours, c'est énorme. Hein, ça vous fait un rythme annuel de, je l'ai calculé quelque part, hein, je ne sais pas où il est, hein, mais ça fait un rythme annuel de plus de 15 000 tués. Oui, c'est ça. Oui, oui, c'est ça. Ouais. Je compte vite. Une quinzaine de milliers de morts. Donc, pour un cessez-le-feu, c'est énorme. Hein, c'est énorme. Et pareil pour les blessés. Hein. Les blessés, il y a eu, je crois, plus de 1500 blessés depuis le 19 janvier, en période de cessez-le-feu. Hein. Et puis, ce qui ne s'est pas fait à Gaza, c'est fait en Cisjordanie. Donc, Israël continue tranquillement et à bas bruit le génocide des Palestiniens et l'extermination des Palestiniens. Hein. Donc ça, on peut dire ce qu'on veut, on peut dire que je fais l'apologie du terrorisme. Non, au contraire, hein, je lutte contre le terrorisme d'État israélien hein, qui continue, il se poursuit inlassablement. Hein, et le but à atteindre, on l'a dit, c'est l'épuration ethnique à la fois de Gaza et, si possible, de la Palestine tout entière. Bon, ça, c'est le premier point que je voulais aborder sur la Palestine. Hein. Donc, le cessez-le-feu, ça ne marche pas si bien qu'on le dit, quoi. Et surtout, les médias ne rapportent rien de tout ça. Hein. Les médias ne font pas cette comptabilité que je continue de faire, moi, sans en louper un, depuis le 19 janvier. Hein. Je suis les pertes jour après jour, et donc le cessez-le-feu ne marche pas. Ensuite, il y a la déclaration de Trump. Alors, la déclaration de Trump, pour moi, bon... D'abord, le président américain, il ne faut pas le juger sur 19 jours de présidence. Il va en avoir, il a 4 ans de présidence et pour l'instant, 19e jour, ça représente moins de 1% en 19 jours de son temps de présidence. Il lui en reste 99% à faire. Alors, il s'est lancé dans tout un tas d'annonces, dans tous les sens, tous azimuts, de manière peut-être à perdre tous ses interlocuteurs, les médias, mais plus personne ne sait quelle est la priorité, quel est le sujet à traiter, et donc tout le monde se lance dans toutes les directions et bombarde Trump de jugements péremptoires en 19 jours de présidence. Bon, Trump c'est un habitué de ce genre de déclarations qui ne se réaliseront jamais. Hein. Il faut se souvenir lors de son premier mandat, lorsqu'il prévoyait le feu et la fureur sur la Corée du Nord. Absolument.
et que tout ça s'est terminé par des bonnes frappes sur l'épaule avec le leader coréen, nord-coréen. Hein. Donc, Trump, il faut regarder, comme l'a dit très justement mon prédécesseur, il faut faire une différence entre ce qu'il dit et ce qu'il fait. Hein. Donc, il a dit beaucoup de choses. Hein. Il y a des choses sur lesquelles il est déjà revenu, notamment dans le début de guerre économique, hein, les tarifs douaniers. Oui. Il a déjà suspendu d'un mois, et puis dans un mois, on verra que ces velléités d'augmenter les tarifs tous azimuts, elles vont tomber à l'eau. Hein. Mais ces annonces lui ont permis au moins déjà de faire un certain nombre de choses quand même positives. Il obtient 10 000 soldats à la frontière mexicaine, 10 000 soldats à la frontière canadienne. Il obtient des résultats juste en parlant et sans avoir besoin d'agir. Exactement. Il a obtenu, par exemple, que le président du Panama renonce au mémorandum qu'il a signé avec la Chine sur les routes de la soie. Bon, donc tout ça, bon, là encore, on est dans le déclaratif, hein, mais pour l'instant, ce sont des choses qu'il a obtenues juste en parlant. Hein. Il n'a pas fait grand-chose, il a beaucoup parlé. Alors évidemment, sur le front économique, ça a moins bien marché parce que là, il y a des États qui ont commencé à se rebiffer et à dire qu'ils allaient eux-mêmes faire des sanctions en retour. Hein. Donc, bon, Trump, qui est un pragmatique, sait dire blanc le matin et noir le soir. Hein. Il est capable de faire ça sur tous les sujets, y compris bien sûr, sur le sujet de la Palestine. Hein. La proposition qu'il a faite est tellement énorme, hein, et elle sera tellement rejetée par l'ensemble de la communauté internationale. Il n'y a pas un État qui va le suivre, hein, en dehors d'Israël, bien sûr, hein, qui non seulement va le suivre, mais le précède, hein, et essaye de le guider. Hein. Mais sa proposition est tellement incongrue, tellement énorme que chacun voit qu'elle ne va pas se réaliser. Hein. La Riviera à Gaza. Oui, c'est pas ce qui va se passer, hein, dans les faits. Hein, tout ça, c'est de la déclaration. Alors, moi, j'en arrive même à me demander, d'ailleurs, s'il ne déclare pas ça de manière aussi ostentatoire pour provoquer ces réactions hostiles, hein, de la part de l'ensemble du monde, et pouvoir dire à Israël, bon, moi, j'ai fait tout ce que j'ai pu, mais regardez, hein, ils veulent pas, le monde entier refuse. Hein, donc, je peux pas tout faire. Et puis peut-être aussi, mon général, parce qu'ils ont commencé, et Rubio a commencé à le dire, souvent ils sont en duo, des fois avec Musk, des fois avec Rubio. Il leur dit, vous ne voulez pas de ma proposition? Il interpelle le monde. Eh bien, débrouillez-vous, mais trouvez une solution. Parce que ce qu'il faut quand même constater, c'est le bal des faux culs qui aujourd'hui sont dans les principes, il faut un État palestinien, sauf que quand il y a eu 200 000 morts, voire plus, écrasés sous les bombes, les familles, les enfants, les femmes, à part les déclarations de principe, qu'est-ce qu'ils ont fait, tous ces beaux messieurs, quand aujourd'hui ils dénoncent, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Oui, non, mais vous avez raison, hein, c'est une manière de lancer la balle, hein, dans le camp de la communauté internationale en disant, bon, moi je vous ai fait une proposition, vous n'en voulez pas, bon, mais maintenant débrouillez-vous. Hein. Et bon, je pense que cette proposition, bien sûr, ne sera pas adoptée, hein, comme pas plus que la conquête du Panama, du Groenland et de tout ce qu'on veut. Hein. Tout ça, c'est du déclaratoire. Après, il faudra regarder les faits. Par contre, dans les faits, moi, j'ai trouvé un truc intéressant, hein, qui a été fait, et c'est que, d'abord, bon, je l'ai dit, Trump a obtenu du Panama, sans même, juste en parlant, hein, a obtenu qu'il se détache un petit peu de la Chine. Alors, est-ce que ça porte vraiment préjudice à la Chine? Le préjudice, de mon point de vue, sera temporaire, parce que la Chine, il faut quand même se souvenir qu'elle avait un grand projet, hein, qu'elle avait pour l'instant reporté, hein, qui était de creuser un canal parallèle à celui du canal de Panama au Nicaragua. Hein, et ce projet de canal, il existe depuis très longtemps. On en connaît le coût, enfin tout est prêt. Et normalement, il devait être lancé, mais bon, comme le canal de Panama fonctionnait toujours, au plus grand intérêt de la Chine, hein, puisque la Chine en contrôlait les deux extrémités. Hein. Bon, c'est reculer pour mieux sauter. Hein. La Chine, elle va pas avoir de gros problèmes parce que
on lui prendra les sociétés qu'elle contrôle aux deux bouts du canal de Panama, hein, les deux villes qu'elle contrôle, hein, aux deux extrémités du canal de Panama. Bon, c'est une affaire. Alors, moi, ce qui m'a amusé, hein, dans cette affaire-là, c'est que lorsque j'étais en poste, c'est-à-dire dans les années 98, hein, je me souviens avoir envoyé une note en France. J'étais en poste aux États-Unis à l'époque, hein, et le problème du canal de Panama et de la prise de contrôle, selon certains, hein, du canal de Panama par la Chine, par des intérêts chinois, hein, qui avaient racheté des sociétés qui permettaient de contrôler les entrées et les sorties du canal, hein, posait déjà de graves problèmes aux géopoliticiens américains. Et je me souviens qu'il y avait un ancien chef d'état-major qui avait même proposé de nucléariser la Chine pendant qu'il en était encore temps, quoi. Alors, c'est vrai qu'en 98, la Chine, sur le plan de la puissance militaire, était un nain militaire, hein, encore à l'époque, alors qu'elle est devenue un géant militaire aujourd'hui, hein, et que ça serait beaucoup plus difficile donc de nucléariser la Chine juste au prétexte qu'elle contrôle en partie, en petite partie, le canal de Panama. Donc, moi, je ne pense pas que les intérêts chinois soient vraiment atteints par cette décision de Trump sur le canal de Panama. Par contre, ce qui m'intéresse beaucoup plus dans les réalisations de Trump et qui me paraît déterminant sur l'avenir non seulement des États-Unis, mais du monde, sous réserve que les annonces aillent à leur terme, c'est l'affaire de l'USAID. Oui. L'USAID, hein, c'est-à-dire l'aide au développement. Cet organisme théoriquement non gouvernemental, mais en fait très gouvernemental, hein, qui utilise des fonds publics. Ouais, qui utilise les fonds publics et qui était en fait derrière toutes les révolutions colorées et derrière tous les désordres qu'on a pu constater depuis plusieurs décennies sur la planète entière. Donc, et derrière nos journalistes aussi, derrière nos journalistes. Oui, bien sûr. Nos journalistes, on leur graisse la patte, c'est encore l'USAID qui est derrière, hein, on le voit encore aujourd'hui en Slovaquie, hein, et en Slovaquie, en Géorgie, ils ont essayé aussi, hein, en Hongrie probablement aussi, hein. Ce sont des organismes non gouvernementaux US qui ont essayé. Alors, il y avait l'USAID, mais pas que, hein, qui ont essayé de pénétrer les pays de l'Europe de l'Est à la faveur donc de l'effondrement de l'ex-Union soviétique. Les Occidentaux ont invité les ex-pays de l'Est dans ce qu'ils appelaient le partenariat pour la paix. Hein, on va faire un partenariat pour la paix qui n'est pas une entrée dans l'OTAN, mais c'était une sorte d'antichambre. On allait essayer de travailler ensemble un petit peu. Et à cette occasion, on avait introduit dans tous ces pays-là toute une série, une brochette d'organismes non gouvernementaux en charge, bien sûr, de répandre la bonne parole occidentale, c'est-à-dire la parole de la révolution contre les autorités en place, de manière à pouvoir mettre au pouvoir de nouvelles élites, hein, très obéissantes, très soumises aux intérêts de l'Occident otanien. Donc tout ça a été combattu un petit peu par Poutine, notamment à partir des années 2010, hein, 2011. Hein, et Poutine a jeté dehors un certain nombre de ces organisations non gouvernementales ou leur a imposé de s'inscrire comme agents de l'étranger, c'est-à-dire se mettre sous contrôle étroit de la gouvernance russe. Et ce que la Russie a fait, d'autres l'ont fait, et en particulier tout récemment, la Géorgie vient de le faire, hein, en adoptant une loi proche de celle des Russes, qui était elle-même copiée, la loi russe, des agents étrangers sur la loi US. Il faut savoir que la loi US, ça fait très 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 longtemps qu'elle a inventé l'inscription au titre d'agent de l'étranger, hein, pour pouvoir contrôler les financements de tous les organismes qui peuvent agir sur le sol US. Hein. C'est une raison de sécurité nationale, évidemment. Hein. Et les Russes ont fait pareil. Ils ont imité les États-Unis avec quelques années de retard. Donc là,
ce qu'Elon Musk est en train de faire et peut-être de réussir. Moi, j'attends toujours avant de savoir si on réussit ou pas, parce qu'on n'en est qu'au 19e jour de la présidence. Hein. C'est de couper les ailes de l'USAID, hein, c'est-à-dire de renvoyer chez eux bon nombre des fonctionnaires de l'USAID, hein, avec quelques avantages financiers et autres pour faciliter le nettoyage ethnique de l'USAID, c'est le cas de le dire, hein, faire sortir un petit peu tous ces agents qui ont semé le chaos sur la planète pendant des années et des années. Hein, donc ça c'est une bonne chose, pas seulement pour les États-Unis, mais pour la planète. Et c'est une bonne chose que Trump, que Rubio et que Musk aient tous les trois considéré que l'USAID était un organisme criminel, hein, qui a fait plus de désordre qu'il n'a amené de démocratie dans le monde. Hein. Et en fait, il a semé le chaos et la mort un peu partout dans le monde. Et puis, bien sûr, des organisations auxquelles ils vont s'attaquer, hein, comme celle de Soros, hein, et celle du département d'État, hein, l'Endowment for Democracy, hein, cette organisation gouvernementale US, hein, qui sème aussi le chaos, va être démantelée. Et tout ce qui sème le chaos sur la planète et qui est démantelé, moi, je ne peux qu'applaudir. Hein. Donc, si Trump réussit ce coup-là, ça vaut largement beaucoup d'autres décisions plus malencontreuses, hein, comme les décisions économiques qui, pour l'instant, je le répète, ne sont toujours pas abouties. Hein. Alors, par contre, ce qui n'est toujours pas abouti aussi, c'est voilà, pour conclure. L'équipe, il y a eu, si vous voulez, le processus de confirmation nécessitait plusieurs auditions et pas qu'une, devant des commissions, différentes commissions du Sénat. Dont la commission de finances. Hein, dont la commission des finances, mais la commission du renseignement, la commission, tous les personnalités qui posaient problème, en particulier Kennedy, Tulsi Gabbard et Kash Patel, hein, pour le FBI, tous ces gens-là semblent avoir passé pour l'instant, sans trop, avec difficulté d'ailleurs, hein, les auditions dans les commissions. Après survient, et il va survenir il a été annoncé en début de semaine prochaine, donc ça devrait être lundi, dans 3-4 jours, surviendra le vote en assemblée générale du Sénat, donc le Sénat groupé dans son ensemble, hein, qui va voter, les 100 sénateurs vont voter, et là on va voir si les trois candidats qui ont tout juste réussi à passer le cap des auditions en commission, on va voir s'ils réussissent à passer. Et ça, à mon avis, Trump attend ce moment-là, parce que tant qu'il n'a pas avec lui toute son équipe, il n'est pas encore bien armé pour entreprendre son programme. Et pour l'instant, il est encore obligé de donner des gages pour acheter, quelque part, hein, acheter des sénateurs pour que les sénateurs ne votent pas contre Kennedy, contre Tulsi Gabbard ou contre Kash Patel. Donc on va voir ça dans les tout prochains jours, mais je pense que ça sera une étape très importante. Une fois que ces personnages seront en place, là, on va assister à d'autres grandes manœuvres. Grandes manœuvres, hein, qui seront au moins du même niveau que celle de l'USAID, qui est, à mon avis, capitale. Hein. Mais là encore, l'USAID, est-ce qu'on est encore dans le déclaratoire? Qu'est-ce qui va être effectivement réalisé au bout du bout? Parce que ce sont des organisations très solides, hein, qui ont pignon sur rue depuis très très longtemps et qui vont être extrêmement difficiles à démanteler. Et en fait, c'est le démantèlement auquel il faudrait aboutir, hein, si on veut vraiment que les choses s'améliorent sur la planète. Démanteler l'USAID, ça serait quelque chose. Et pareil, donc Kennedy aura sa mission, Tulsi Gabbard aura sa mission, hein, qui est de démanteler tout ce qui cloche dans le renseignement, hein, c'est-à-dire l'État dans l'État que constituent tous ces organes de renseignement, hein, qui finalement mentaient au président et faisaient dans son dos des manœuvres
totalement indépendantes des décisions présidentielles. Hein. C'était des États dans l'État. Hein. Et l'USAID était une sorte d'État dans l'État, hein, criminel aussi, hein, qui semait le désordre sur la planète sans forcément référer de tout au président comme il aurait dû le faire ou au secrétariat d'État comme il aurait dû le faire. Donc tout ça, c'est en cours. Et pour moi, tout ça est beaucoup plus important que la déclaration sur Gaza, qui pour l'instant n'est qu'une déclaration tellement énorme qu'elle a très très peu de chances d'être réalisée. Et comme on l'a dit tout à l'heure, hein, Trump dira, bon, vous voyez, moi, j'ai fait une proposition, bon, vous n'en voulez pas, bon, ben, débrouillez-vous. Voilà. Merci beaucoup, mon général. Merci d'avoir tenu les délais. Vous êtes devenu un récurrent à l'insu de votre plein gré sur ces matinales de géopolitique profonde et on ne saurait jamais trop s'en féliciter. Bravo pour cet esprit de synthèse. Les éléments ont été évoqués, vous nous avez informés et de bien belle manière. Merci beaucoup. Et ben, je vous dis probablement à très vite, voire même dès la semaine prochaine, peut-être. Ouais, on verra ça. Allez, ben, au revoir à tous vos auditeurs. Hein, et vous avez vraiment des intervenants. J'ai écouté la fin de l'intervention de Draghi, hein, qui est au moins réfléchie, hein, pertinente. Bon, c'est des gens comme ça qu'il faut. Alors après, il faut écouter les uns comme il le fait. Hein. Il dit, moi, j'écoute les pros et les anti-Trump, hein, et puis après, je me fais mon opinion. Mais c'est ça qu'il faut se faire. Hein. Mais surtout, ne pas aller trop vite. Hein. Trump en est à son 19e jour de présidence. Il en reste encore plus de 1000, hein, plus de 1000 jours encore à faire. Hein. Donc, il a encore beaucoup de temps pour agir et on verra si son équipe peut agir avec lui. Merci, mon général, pour ces félicitations à notre permanent du vendredi, comme tous nos permanents qui nous informent et qui donnent de leur temps une fois par semaine pour venir dans ces matinales. Merci beaucoup, mon général. À très bientôt. Voilà, à bientôt. Au revoir. Vous aimez nos émissions ? Ouais. Vous aimez les différents formats qu'on vous propose ? Ouais. Tant mieux, car vous allez adorer notre revue mensuelle. Et pourquoi ? Car on a recruté les meilleurs experts pour vous offrir des analyses sans tabou sur les sujets clés de notre société, économie, politique, criminalité d'État, technosciences, mondialisme. Et on vous livre bien sûr toutes nos solutions financières pour préparer votre avenir. Oh, l'avenir, c'est ce qu'on a inventé de mieux pour gâcher le présent. Cliquez sous la vidéo pour recevoir votre revue dans votre boîte aux lettres et avoir accès aux meilleures informations qu'on ne peut pas dire sur YouTube.